Les eaux grises de l'Atlantique se confondaient avec le ciel bas et menaçant de ce matin d'octobre, créant un horizon indistinct où la mer et les nuages ne formaient qu'une seule masse mouvante et oppressante. Jean-Baptiste Moreau ajusta sa vareuse de laine épaisse contre le vent glacial, qui fouettait son visage buriné par des décennies passées en mer. À 52 ans, il connaissait ces eaux bretonnes comme le dos de sa main calleuse. Chaque courant, chaque récif, chaque humeur de cette mer capricieuse qu'il avait nourrie toute sa vie. Pourtant, depuis 8 mois maintenant, l'Espérance n'était plus vraiment un bateau de pêche, mais plutôt un refuge flottant où il tentait d'échapper aux souvenirs qui le hantaient à terre. Le moteur diesel ronronnait régulièrement sous ses pieds, un bruit familier qui l'apaisait davantage que n'importe quelle mélodie. Jean-Baptiste scrutait la surface agitée, cherchant machinalement des signes de bancs de poissons, bien qu'il sache pertinemment qu'il n'avait plus vraiment le cœur à pêcher. Ses filets étaient restés secs ces derniers jours, non par manque d'opportunité, mais par manque de volonté. Que ferait-il de plus de poissons qu'il ne pourrait vendre au marché de Saint-Malo? Retourner au port signifiait affronter les regards compatissants de ses confrères, les questions embarrassantes sur son bien-être, et surtout, repasser devant cette maison où Claire ne l'attendrait plus jamais sur le seuil. La brume s'épaississait, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres. Jean-Baptiste ralentit l'allure, actionnant la corne de brume par intermittence selon les règles de navigation qu'il respectait religieusement. C'est dans ce silence ouaté, ponctué seulement par le clapotis des vagues contre la coque et le gémissement lointain d'une bouée de signalisation, qu'il aperçut une forme sombre qui dérivait à bâbord. Au début, il crut distinguer un débris, peut-être un bout de filet perdu ou un morceau d'épave. Mais en s'approchant, son cœur se serra en reconnaissant les contours grossiers d'un radeau de fortune. « Nom de Dieu !» murmura-t-il en coupant le moteur, laissant l'Espérance glisser doucement vers l'embarcation de fortune. Le radeau, constitué de planches mal assemblées et de bidons en plastique, portait une forme recroquevillée enveloppée dans ce qui semblait être une couverture trempée. Jean-Baptiste sentit son estomac se nouer. En 40 ans de navigation, il avait déjà secouru des naufragés, mais la vue de ce petit corps immobile sur ce radeau précaire réveillait en lui une angoisse profonde, celle de l'impuissance face à la mort qu'il connaissait trop bien désormais. Il accrocha le radeau avec sa gaffe et le hala contre son bateau, avec une délicatesse inhabituelle. L'enfant, car c'était bien un enfant, ne bougeait pas, ses cheveux châtains collés par l'eau salée sur son front livide. Jean-Baptiste estima qu'il devait avoir 8 ou 9 ans, peut-être 10 au maximum. Ses vêtements, un pullover rouge délavé et un pantalon en toile, étaient trempés et déchirés. Le marin n'hésita pas une seconde avant de descendre sur le radeau instable pour prendre l'enfant dans ses bras. Le petit corps était glacé, mais Jean-Baptiste sentit avec soulagement le faible mouvement de sa respiration contre sa poitrine. « Allez mon gars, tiens bon », chuchota-t-il en remontant sur l'Espérance avec sa précieuse charge. Il déposa l'enfant sur la couchette de la petite cabine et commença immédiatement les gestes de premier secours que lui avaient enseignés les gardes-côtes. Il retira les vêtements mouillés, enveloppa le petit corps dans des couvertures sèches et chaudes, puis vérifia son pouls et sa respiration. L'enfant était vivant, mais dans un état critique d'hypothermie et d'épuisement. Tandis qu'il frictionnait doucement les membres engourdis pour relancer la circulation, Jean-Baptiste remarqua que la main droite de l'enfant était crispée sur quelque chose. Avec précaution, il desserra les doigts glacés et découvrit un médaillon en argent suspendu à une chaîne délicate. Son cœur s'arrêta net quand il reconnut le bijou. C'était le médaillon de Claire, celui qu'il lui avait offert pour leur 15e anniversaire de mariage, avec sa photo à l'intérieur. Le même médaillon qu'elle portait le jour de l'accident et qui avait disparu mystérieusement de ses affaires personnelles à l'hôpital. Les mains de Jean-Baptiste se mirent à trembler violemment. Comment cet enfant inconnu pouvait-il posséder le médaillon de sa défunte épouse? 1000 questions se bousculaient dans son esprit, tandis qu'il fixait le bijou, reconnaissant chaque détail de la gravure délicate sur l'argent terni. Il ouvrit le médaillon d'un geste machinal et le visage souriant de Claire lui apparut, figé dans cette photographie prise lors de leurs vacances en Normandie. Ses cheveux dorés brillaient au soleil, et ses yeux bleus pétillaient de cette joie de vivre qui l'avait séduit dès leur première rencontre au port de Saint-Malo. L'enfant gémit faiblement, et ses paupières papillonnèrent. Jean-Baptiste rangea précipitamment le médaillon dans sa poche et se pencha vers le petit visage pâle. Les yeux de l'enfant s'ouvrirent lentement, révélant un regard vert émeraude trouble et apeuré. Il tenta de parler, mais seul un râle sortit de sa gorge, irrité par l'eau salée. « Chut, ne dis rien pour l'instant », dit Jean-Baptiste d'une voix qu'il voulait rassurante. « Tu es en sécurité maintenant. Je vais te ramener à terre et tu pourras voir un médecin. »
Mais l'enfant secoua faiblement la tête et tendit sa main vers sa poitrine, cherchant manifestement quelque chose. Ses yeux s'emplirent de panique quand il ne trouva pas ce qu'il cherchait. « Tu cherches ça ?» demanda Jean-Baptiste en sortant délicatement le médaillon de sa poche. Le visage de l'enfant s'illumina légèrement et il tendit une main tremblante vers le bijou. Jean-Baptiste hésita un instant, puis déposa le médaillon dans la petite paume encore froide. L'enfant le serra contre lui comme un trésor et ferma les yeux, semblant retrouver un peu de sérénité. Jean-Baptiste remonta sur le pont, l'esprit en ébullition. Il dirigea l'Espérance vers Saint-Malo, mais chaque mile parcouru soulevait de nouvelles interrogations. Qui était cet enfant? Comment avait-il échoué sur ce radeau de fortune? Et surtout, comment possédait-il le médaillon de Claire? Le vent avait chassé la brume et le soleil perçait maintenant à travers les nuages, illuminant les eaux d'un éclat argenté. Jean-Baptiste observait régulièrement l'enfant par la porte entr'ouverte de la cabine, veillant à ce qu'il reste bien au chaud sous les couvertures. Pour la première fois depuis des mois, il sentait quelque chose d'autre que de la douleur et de la culpabilité dans sa poitrine. Une curiosité mêlée d'espoir, comme si cette rencontre improbable pouvait apporter des réponses aux questions qui le tourmentaient depuis la mort de Claire. Il pensa à sa femme, à son sourire, à sa gentillesse envers tous ceux qui croisaient en sa route. Elle avait toujours eu un don particulier avec les enfants, et Jean-Baptiste se demanda si cette découverte miraculeuse n'était pas d'une certaine manière un message qu'elle tentait de lui envoyer. L'enfant dormait paisiblement maintenant, sa respiration plus régulière et ses joues reprenant lentement des couleurs. Jean-Baptiste ajusta sa trajectoire vers le port, sachant qu'il devrait bientôt prendre des décisions importantes. Mais pour l'instant, il se contentait de naviguer vers la côte, portant dans son bateau un mystère qui allait changer le cours de sa vie de manière imprévisible. Le port de Saint-Malo s'éveillait lentement dans la lumière dorée du matin d'octobre. L'Espérance glissa entre les autres bateaux de pêche avec une grâce silencieuse, Jean-Baptiste manœuvrant avec l'expertise d'un homme qui connaissait ces eaux depuis l'enfance. Les mouettes criaillaient au-dessus des mâts, espérant quelque aubaine, tandis que les premiers chalutiers de la marée matinale se préparaient à appareiller. L'odeur familière du port, mélange d'algues, de diesel et de poissons frais, envahit ses narines, mais aujourd'hui, elle lui semblait différente, chargée d'une tension nouvelle qu'il n'arrivait pas à définir. Dans la cabine, l'enfant s'était réveillé 1 heure plus tôt et avait accepté de boire quelques gorgées de thé chaud sucré que Jean-Baptiste lui avait préparé. Il n'avait pas encore prononcé un mot, se contentant de hocher la tête ou de secouer la tête pour répondre aux questions simples. Ses yeux verts scrutaient constamment Jean-Baptiste avec un mélange de méfiance et de curiosité, et il tenait toujours le médaillon serré contre sa poitrine, comme un talisman protecteur. Jean-Baptiste avait remarqué que chaque fois qu'il s'approchait trop, l'enfant se raidissait, prêt à fuir ou à se défendre. « On arrive au port, petit », annonça Jean-Baptiste en amarrant l'Espérance au quai familier. « Je vais appeler un médecin pour t'examiner, et puis il faudra que tu me dises qui tu es et d'où tu viens. » L'enfant le regarda avec une expression indéchiffrable, puis baissa les yeux vers le médaillon qu'il caressait doucement du bout des doigts. Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer en voyant cette familiarité avec l'objet qui avait appartenu à Claire. Docteur Lemoine arriva 1 demi-heure plus tard, sa sacoche à la main et son éternelle pipe éteinte coincée au coin des lèvres. Pierre Lemoine était le médecin du port depuis 30 ans, un homme discret et efficace qui avait soigné plusieurs générations de marins. Il examina l'enfant avec une douceur professionnelle, prenant son pouls, vérifiant sa température et écoutant sa respiration avec attention. Pas de fracture, pas de signe de noyade, diagnostiqua-t-il en rangeant son stéthoscope. Il a de la chance, Jean-Baptiste. Une hypothermie légère et de l'épuisement, mais rien qui ne se soigne avec du repos, de la chaleur et une bonne alimentation. Par contre, je vois bien qu'il est traumatisé. Il va falloir de la patience pour qu'il reprenne confiance. Le médecin jeta un regard interrogateur au marin. Tu as prévenu la gendarmerie? Un enfant qui dérive en mer, ça ne se trouve pas tous les jours. Jean-Baptiste hésita. Il avait effectivement pensé à contacter les autorités, mais quelque chose le retenait. Peut-être était-ce la façon dont l'enfant s'accrochait au médaillon de Claire, ou cette sensation étrange qu'il avait que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard. « Je vais le faire », répondit-il finalement. « Mais laisse-moi d'abord essayer de lui faire dire quelque chose. Il ne parle pas encore. » Après le départ du médecin, Jean-Baptiste s'assit face à l'enfant dans la petite cabine. L'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et de questions muettes. L'enfant mangeait lentement le bol de soupe que Jean-Baptiste lui avait préparé, mais ses yeux ne quittaient jamais le visage du marin, comme s'il cherchait à déchiffrer ses intentions. « Comment tu t'appelles » demanda Jean-Baptiste d'une voix douce.
L'enfant s'arrêta de manger et le regarda longuement avant de murmurer d'une voix rauque « Léo ». C'était la première parole qu'il prononçait depuis que Jean-Baptiste l'avait trouvé, et sa voix était si faible qu'elle en était presque inaudible. « Léo », répéta Jean-Baptiste avec un sourire encourageant. « C'est un joli prénom. Et ton nom de famille ?» Léo secoua la tête et baissa les yeux vers son bol. Jean-Baptiste comprit qu'il ne fallait pas le presser. « D'accord, on a le temps. Dis-moi, Léo, ce médaillon que tu portes, où l'as-tu trouvé ?» L'enfant serra instinctivement le bijou contre lui, et son visage se ferma. Mais après un long moment de silence, il leva les yeux vers Jean-Baptiste et murmura « La dame aux cheveux dorés me l'a donné. » Les mots sortaient difficilement, comme s'ils étaient douloureux à prononcer. Le cœur de Jean-Baptiste bondit dans sa poitrine. « La dame aux cheveux dorés, tu peux me parler d'elle ?» Léo hocha lentement la tête et prit une profonde inspiration avant de continuer d'une voix hachée. Elle était gentille, elle sentait bon, comme les fleurs. Elle m'a dit que ce médaillon me protégerait, qu'il fallait que je le garde toujours avec moi. Jean-Baptiste sentit ses mains trembler. Claire avait effectivement les cheveux d'un blond doré magnifique, et elle utilisait toujours ce parfum à la lavande qu'elle achetait chez l'herboriste du centre-ville. « Quand as-tu rencontré cette dame, Léo ?» L'enfant fronça les sourcils, manifestement perturbé par ses souvenirs fragmentés. « Je ne sais pas, il y a longtemps, ou peut-être pas longtemps. J'étais dans la grande maison triste, avec les autres enfants. Elle est venue me voir plusieurs fois. Elle me lisait des histoires et elle m'apportait des bonbons à la menthe. » Léo s'arrêta et regarda Jean-Baptiste avec des yeux soudain brillants de larmes contenues. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle devait partir très loin mais qu'elle ne m'oublierait jamais. C'est là qu'elle m'a donné le médaillon. Jean-Baptiste sentit sa gorge se serrer. Claire avait effectivement l'habitude de visiter l'orphelinat Saint-Vincent, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Malo. Elle y allait bénévolement tous les mercredis après-midi pour aider avec les devoirs et raconter des histoires aux enfants. Elle en parlait souvent avec une tendresse particulière, et Jean-Baptiste se souvenait qu'elle avait mentionné un petit garçon qu'elle affectionnait particulièrement, mais il n'avait jamais retenu son prénom. La grande maison triste. C'était l'orphelinat Saint-Vincent ? Demanda-t-il doucement. Léo hocha la tête, et Jean-Baptiste comprit soudain l'ampleur de la situation. Claire avait donné son médaillon à cet enfant peu avant sa mort, probablement lors de sa dernière visite à l'orphelinat. Mais comment Léo s'était-il retrouvé sur ce radeau en mer ? Léo, comment es-tu arrivé sur ce radeau ? Pourquoi as-tu quitté l'orphelinat ? L'expression de l'enfant se durcit immédiatement, et il secoua vigoureusement la tête. « Je ne veux pas y retourner », dit-il avec une fermeté surprenante pour son âge. « Jamais. Ils sont méchants là-bas. Ils ont dit que la dame aux cheveux dorés ne reviendrait plus jamais, qu'elle était morte dans un accident. Ils ont voulu me prendre le médaillon pour le rendre à sa famille. » Jean-Baptiste sentit une colère sourde monter en lui. Bien sûr, l'administration de l'orphelinat avait dû apprendre la mort de Claire et estimer que le médaillon devait lui revenir en tant que mari. Mais il n'avait pas compris l'importance de ce bijou pour l'enfant, ni respecté la volonté de Claire de le lui offrir. « J'ai attendu la nuit », continua Léo d'une voix plus assurée maintenant qu'il avait commencé à raconter son histoire. « J'ai pris des planches dans l'atelier et des bidons dans la cave. J'ai tout attaché avec de la corde et je suis parti par la rivière. Je voulais aller loin, très loin, là où personne ne pourrait me reprendre le médaillon. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais la rivière m'a emmené vers la mer, et les vagues étaient très fortes. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais mourir comme la dame aux cheveux dorés. » Jean-Baptiste se leva et alla se poster devant le hublot, observant le va-et-vient familier du port. Il avait l'impression que sa vie venait de basculer en quelques heures. Cet enfant n'était pas arrivé par hasard dans ses filets. Claire l'avait aimé suffisamment pour lui offrir son médaillon le plus précieux, et maintenant, par un concours de circonstances extraordinaires, il se retrouvait face à Jean-Baptiste, porteur d'un message posthume de sa femme bien-aimée. Il se retourna vers Léo qui l'observait avec attention. « Tu sais, Léo, cette dame aux cheveux dorés, c'était ma femme. Elle s'appelait Claire. » L'enfant écarquilla les yeux, et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, un sourire timide éclaira son visage. « Madame Claire était votre femme », chuchota-t-il avec émerveillement. Elle parlait souvent d'un monsieur qui partait en mer et qui lui manquait beaucoup. Elle disait qu'il était fort et gentil, et qu'il connaissait toutes les histoires de sirènes et de baleines. Léo marqua une pause, puis ajouta avec une gravité touchante « Elle m'a dit que si un jour j'étais perdu, je devais regarder le médaillon et penser très fort à elle, et qu'elle m'enverrait quelqu'un pour m'aider. » Jean-Baptiste sentit les larmes lui monter aux yeux. Claire avait toujours eu cette capacité extraordinaire à croire aux signes du destin et aux coïncidences miraculeuses. Et aujourd'hui, d'une certaine manière,
Elle avait tenu sa promesse à cet enfant qui avait eu besoin d'aide. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Jean-Baptiste avait ramené Léo au port, et l'enfant n'avait toujours pas quitté l'Espérance. Jean-Baptiste avait contacté la gendarmerie et l'orphelinat Saint-Vincent, mais il avait réussi à négocier un délai de réflexion avant que Léo ne soit officiellement récupéré par les services sociaux. Le directeur de l'orphelinat, M. Dubois, s'était montré compréhensif, admettant que l'établissement traversait une période difficile avec plusieurs changements de personnel et que l'enfant avait effectivement été perturbé depuis la mort de sa bénévole préférée. Le matin du 4e jour, Jean-Baptiste observait Léo qui se tenait debout sur le pont, fasciné par le balai incessant des mouettes au-dessus du port. L'enfant avait repris des forces. Ses joues avaient retrouvé leur couleur, mais il restait d'une timidité maladive avec les autres habitants du port qui venaient régulièrement prendre des nouvelles. Seul avec Jean-Baptiste, il commençait à se détendre, posant des questions sur le fonctionnement du bateau et écoutant avec attention les explications techniques que le marin lui donnait avec une patience surprenante. « Monsieur Jean-Baptiste, dit Léo en se tournant vers lui, pourquoi les autres bateaux ont des filets si grands et pas nous ?» C'était devenu son habitude de l'appeler « Monsieur Jean-Baptiste », malgré les tentatives répétées du marin pour qu'il l'appelle simplement par son prénom. Jean-Baptiste sourit en entendant cette question qui révélait l'observation attentive de l'enfant. « Parce que nous, on ne pêche plus vraiment en ce moment, » répondit-il honnêtement. « Depuis que ma femme Claire est partie, j'ai perdu le goût de la pêche. Je prends la mer surtout pour réfléchir et pour être tranquille. » Il s'assit sur un cordage enroulé et fit signe à Léo de le rejoindre. « Mais peut-être qu'avec toi, j'aurais envie de recommencer. Qu'est-ce que tu en dis ?» Les yeux de Léo s'illuminèrent d'un éclat nouveau. « Vous m'apprendriez à pêcher ? Comme un vrai marin ?» Jean-Baptiste hocha la tête, surpris lui-même par cette proposition qui lui était venue spontanément. « Bien sûr, mais il faudra que tu sois courageux et patient. Les poissons ne se laissent pas attraper facilement. » L'enfant serra le médaillon de Claire contre sa poitrine, comme il le faisait chaque fois qu'il était ému ou inquiet. L'après-midi même, ils prirent la mer ensemble pour la première vraie sortie de pêche depuis des mois. Jean-Baptiste avait sorti ses filets les plus légers et montrait à Léo comment les déployer correctement. L'enfant écoutait avec une concentration intense, répétant scrupuleusement chaque geste, déterminé à bien faire. Quand ils ramenèrent les premiers poissons, quelques maquereaux argentés qui frétillaient dans le filet, Léo poussa un cri de joie si spontané que Jean-Baptiste ne put s'empêcher de rire aux éclats pour la première fois depuis des mois. « Regarde, monsieur Jean-Baptiste, on en a attrapé plein !» s'exclamait Léo en montrant fièrement leur modeste prise. « Madame Claire serait contente, vous croyez ?» Cette question, posée avec tant d'innocence et de sincérité, toucha Jean-Baptiste en plein cœur. Il posa sa main rugueuse sur l'épaule frêle de l'enfant et répondit d'une voix émue. « Oui, Léo, je crois qu'elle serait très contente de nous voir ensemble. » Ce soir-là, ils préparèrent les poissons sur le pont de l'Espérance, Jean-Baptiste enseignant à Léo les rudiments de la cuisine de mer. L'enfant se révélait étonnamment adroit de ses mains, maniant le couteau avec précaution mais efficacité sous la surveillance attentive du marin. Tandis qu'ils partageaient leur repas simple mais savoureux, Léo se mit à parler davantage de son passé, révélant peu à peu les fragments de sa courte existence. « À l'orphelinat, je n'avais pas d'amis, » confia-t-il en regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Les autres enfants disaient que j'étais bizarre parce que je ne parlais pas beaucoup. Mais avec Madame Claire, c'était différent. Elle me disait que les personnes silencieuses avaient souvent les plus belles choses à dire. Il fallait juste attendre le bon moment. Jean-Baptiste acquiesça, reconnaissant bien là la philosophie de sa femme. Claire avait toujours eu un don particulier pour comprendre les âmes blessées et leur redonner confiance en elles. Elle me racontait des histoires sur vous aussi, continua Léo avec un sourire timide. Elle disait que vous connaissiez toutes les légendes de Bretagne et que vous pouviez reconnaître n'importe quel poisson rien qu'à sa façon de nager. Claire exagérait un peu, répondit Jean-Baptiste avec modestie, mais il était touché que sa femme ait parlé de lui avec tant d'affection à cet enfant. Mais si tu veux, je peux te raconter quelques histoires de marins ce soir. Les yeux de Léo se mirent à briller d'anticipation, et Jean-Baptiste commença à narrer la légende de la ville d'Is, cette cité fabuleuse, engloutie par les flots au large de la Bretagne. Tandis qu'il parlait, Jean-Baptiste observait l'expression captivée de l'enfant et réalisait que quelque chose en lui était en train de se transformer. La présence de Léo réveillait des instincts protecteurs qu'il croyait avoir enfouis à jamais avec la mort de Claire. Cet enfant avait besoin de lui et lui-même, sans oser se l'avouer, avait besoin de cette présence innocente qui redonnait du sens à ses journées.
Le lendemain matin, ils furent interrompus dans leur routine matinale par l'arrivée de Madame Rousseau, l'assistante sociale chargée du dossier de Léo. C'était une femme d'une 50aine d'années, stricte mais pas dénuée de compassion, qui venait faire le point sur la situation. Elle examina les conditions de vie de l'enfant sur le bateau, posa de nombreuses questions sur son état physique et psychologique et s'entretint longuement avec Jean-Baptiste. L'enfant a manifestement repris du poil de la bête, constata-t-elle en observant Léo qui aidait Jean-Baptiste à réparer un filet sur le pont. Il semble avoir établi un lien de confiance avec vous, ce qui est remarquable compte tenu de son traumatisme. Cependant, Monsieur Moreau, vous comprenez bien qu'un bateau de pêche n'est pas un environnement approprié pour élever un enfant. Il lui faut une scolarité régulière, un suivi médical, une stabilité que vous ne pouvez pas lui offrir. Jean-Baptiste sentit son cœur se serrer. Il savait que Madame Rousseau avait raison d'un point de vue légal et pratique, mais l'idée de se séparer de Léo lui était devenue insupportable. Et si je trouvais une solution, un logement à terre, une école, tout ce qu'il faut, demanda-t-il avec une urgence qu'il ne cherchait plus à dissimuler. L'assistante sociale le regarda avec surprise. Vous seriez prêt à changer complètement votre mode de vie pour cet enfant? Vous rendez-vous compte de l'engagement que cela représente? Jean-Baptiste jeta un coup d'œil vers Léo qui faisait semblant de ne pas écouter leur conversation, mais qui tendait visiblement l'oreille. Oui, je m'en rends compte. Et oui, je suis prêt. Ce soir-là, après le départ de Madame Rousseau, Jean-Baptiste et Léo marchèrent sur les remparts de Saint-Malo, contemplant la mer qui s'étendait à l'infini sous la lune. L'enfant était inhabituellement silencieux, et Jean-Baptiste devinait qu'il avait compris l'enjeu de la visite de l'assistante sociale. « Monsieur Jean-Baptiste, dit finalement Léo d'une petite voix, si je dois retourner à l'orphelinat, est-ce que vous viendrez me voir parfois? Comme Madame Claire ?» Jean-Baptiste s'arrêta de marcher et s'agenouilla face à l'enfant pour être à sa hauteur. Il prit doucement ses petites mains dans les siennes et plongea son regard dans ses yeux verts, si expressifs. « Écoute-moi bien, Léo. Je ne vais pas te laisser retourner là-bas si tu n'en as pas envie. Je vais me battre pour que tu puisses rester avec moi si c'est ce que tu souhaites. » L'enfant écarquilla les yeux, n'osant croire ce qu'il entendait. « Tu ferais ça pour moi ?» chuchota-t-il. Jean-Baptiste hocha solennellement la tête. « Claire t'aimait beaucoup et je commence à comprendre pourquoi. Tu es un garçon courageux et intelligent, et tu mérites d'avoir une vraie famille. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Et moi, j'ai besoin de toi, autant que tu as besoin de moi. On forme une bonne équipe tous les deux, tu ne trouves pas ?» Pour toute réponse, Léo se jeta dans les bras de Jean-Baptiste et le serra de toutes ses forces, le médaillon de Claire pressé entre leurs deux cœurs qui battaient à l'unisson. En cet instant, sur ces remparts millénaires battus par les vents marins, deux solitudes blessées venaient de trouver leur chemin vers la guérison mutuelle. 2 mois plus tard, la maison de Jean-Baptiste et Claire sur la rue des Cordiers avait retrouvé une âme. Les volets bleu marine, fermés depuis la mort de Claire, s'ouvraient désormais chaque matin sur le jardin, où Léo avait planté des radis et des petits pois sous la guidance patiente de Madame Leblanc, la voisine septuagénaire qui était devenue sa complice de jardinage. L'enfant fréquentait maintenant l'école primaire Saint-Vincent, ironiquement le même nom que l'orphelinat qu'il avait fui, et s'était rapidement fait remarquer par ses instituteurs pour sa maturité et sa soif d'apprendre. Jean-Baptiste avait dû faire face à une montagne de paperasserie administrative, d'entretien avec les services sociaux et de démarches légales pour obtenir la garde temporaire de Léo. Maître Dubois, l'avocat de la famille, l'avait aidé à naviguer dans les méandres juridiques, expliquant patiemment que le processus d'adoption était long et complexe, mais pas impossible compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. L'orphelinat Saint-Vincent, confronté à ses propres difficultés de gestion et reconnaissant l'échec de son système avec cet enfant particulier, n'avait pas fait opposition à la démarche. Ce matin d'hiver, Jean-Baptiste observait Léo qui préparait méticuleusement son cartable pour l'école, vérifiant qu'il avait bien tous ses cahiers et sa trousse. L'enfant portait encore le médaillon de Claire sous sa chemise, mais il n'avait plus ce regard apeuré des premiers jours. Il avait pris du poids, ses joues étaient roses de santé, et son rire cristallin résonnait souvent dans la maison, apportant une joie que Jean-Baptiste croyait à jamais disparue. « Papa Jean-Baptiste » dit Léo en se tournant vers lui. C'était ainsi qu'il avait pris l'habitude de l'appeler depuis quelques semaines, un compromis affectueux entre la formalité et l'intimité. Maîtresse Dubois m'a demandé de préparer un exposé sur les métiers de la mer. Est-ce que tu pourrais venir dans ma classe pour parler de la pêche? Jean-Baptiste sentit son cœur se gonfler d'une fierté qu'il n'avait jamais connue. Bien sûr, mon garçon.
On pourrait même apporter quelques outils de pêche pour que tes camarades puissent les voir. Léo battit des mains d'enthousiasme, puis son expression devint plus sérieuse. « Tu crois que Madame Claire aurait été fière de moi à l'école » demanda-t-il, comme il le faisait parfois quand il avait besoin de se rassurer. Jean-Baptiste s'agenouilla devant lui et ajusta sa petite écharpe rouge. « Elle aurait été très fière, Léo. Et elle aurait été heureuse de voir que tu m'as appris à nouveau à sourire. » C'était vrai. Depuis l'arrivée de l'enfant, Jean-Baptiste avait progressivement émergé du brouillard de chagrin qui l'enveloppait depuis des mois. Il n'avait pas oublié Claire, jamais il ne l'oublierait, mais il avait appris à vivre avec sa mémoire plutôt que d'en être prisonnier. L'après-midi, ils se rendirent ensemble au cimetière marin de Saint-Malo, une tradition qu'ils avaient instaurée chaque semaine. Jean-Baptiste avait commencé à emmener Léo sur la tombe de Claire quelques semaines après son arrivée, craignant d'abord que cela ne traumatise l'enfant. Mais Léo avait surpris tout le monde par sa maturité face à la mort, comprenant instinctivement que Claire était partie, mais qu'elle continuait de vivre dans leur cœur et leurs souvenirs. « Bonjour, Madame Claire », dit Léo en déposant le petit bouquet de chrysanthèmes qu'ils avaient acheté chez le fleuriste. « Je voulais vous dire que j'ai eu une très bonne note en dictée cette semaine et que papa Jean-Baptiste m'apprend à faire des nœuds marins. Il dit que j'ai des doigts de fée, comme vous. » Il caressa délicatement la pierre tombale où était gravé le nom de Claire Moreau, née Dubois, avec les dates de sa naissance et de sa mort, et cette épitaphe que Jean-Baptiste avait choisie. Elle avait le don de voir la beauté en toutes choses. Jean-Baptiste déposa à son tour des roses blanches, les préférées de Claire, et s'assit sur le petit banc face à la tombe. « Tu sais, Claire, notre Léo grandit bien. Il ressemble de plus en plus au petit garçon dont tu me parlais le soir. Tu avais raison, il a une âme d'artiste sous ses airs de petit marin. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Je crois que tu nous as réunis pour qu'on s'aide mutuellement. Tu avais toujours su voir les choses que les autres ne voyaient pas. » Le vent marin soufflait doucement entre les cyprès du cimetière, portant l'odeur salée de l'océan tout proche. Léo s'était assis à côté de Jean-Baptiste et regardait les mouettes qui tournoyaient au-dessus d'eux. « Papa Jean-Baptiste, tu crois qu'on peut aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment connu ? Je veux dire, j'ai connu Madame Claire seulement quelques mois, mais j'ai l'impression qu'elle fait partie de ma famille depuis toujours. » Jean-Baptiste passa son bras autour des épaules de l'enfant. « Bien sûr qu'on peut. L'amour n'a pas besoin de temps pour naître, il a juste besoin de reconnaissance. Claire t'a reconnu comme quelqu'un de spécial dès votre première rencontre. Et toi, tu as reconnu en elle la maman que tu cherchais. C'est pour ça qu'elle t'a donné son médaillon. C'était sa façon de te dire que tu faisais partie de sa famille. » Ce soir-là, dans la cuisine chaleureuse de leur maison, Jean-Baptiste aidait Léo à faire ses devoirs de mathématiques quand on sonna à la porte. C'était Madame Rousseau, l'assistante sociale, qui venait faire sa visite mensuelle. Elle était accompagnée de Maître Dubois qui portait une serviette en cuir manifestement importante. « Bonsoir Monsieur Moreau, bonsoir Léo », dit-elle avec un sourire inhabituel. « J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Le juge des affaires familiales a rendu sa décision concernant la demande d'adoption. » Jean-Baptiste sentit son cœur s'arrêter. Ces derniers mois d'attente avaient été une torture, malgré les assurances répétées de son avocat que le dossier évoluait favorablement. Maître Dubois ouvrit sa serviette et en sortit plusieurs documents officiels. « Monsieur Moreau, je suis heureux de vous annoncer que votre demande d'adoption plénière de Léo Martin a été acceptée. Vous êtes désormais officiellement son père adoptif, avec tous les droits et devoirs que cela implique. » Il tendit les papiers à Jean-Baptiste, dont les mains tremblèrent d'émotion. Léo, qui avait suivi la conversation sans vraiment comprendre tous les termes juridiques, leva vers Jean-Baptiste des yeux interrogateurs. « Ça veut dire quoi, papa Jean-Baptiste » Jean-Baptiste s'agenouilla devant lui, les larmes aux yeux, et prit ses petites mains dans les siennes. « Ça veut dire que tu es mon fils pour de vrai maintenant, Léo. Plus jamais personne ne pourra nous séparer. Tu t'appelleras Léo Moreau, et cette maison sera ta maison pour toujours. » L'enfant écarquilla les yeux, puis un immense sourire illumina son visage. « Pour toujours ? Même quand je serai grand ?» Jean-Baptiste hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion l'étranglait. Léo se jeta dans ses bras et le serra de toutes ses forces. « Alors je peux t'appeler papa tout court maintenant ?» demanda-t-il d'une voix étouffée par l'émotion. « Bien sûr, mon fils » répondit Jean-Baptiste en le serrant contre lui. « Tu peux m'appeler papa. » Madame Rousseau et Maître Dubois échangèrent un regard complice. Ils avaient vu beaucoup d'adoptions dans leur carrière, mais rarement une qui leur avait semblé aussi naturelle et nécessaire que celle-ci. Cet homme et cet enfant étaient à peau fait pour être père et fils, comme si le destin avait orchestré leur rencontre à travers la tragédie et l'espoir. Plus tard dans la soirée,
Après le départ des officiels, Jean-Baptiste et Léo sortirent sur le petit balcon qui donnait sur le port. Les lumières des bateaux scintillaient dans l'obscurité, comme des étoiles terrestres, et l'air marin apportait cette odeur familière d'algues et d'aventures qui berçait leur soirée. « Papa, » dit Léo en serrant le médaillon de Claire dans sa main, « tu crois que maman Claire nous voit de là où elle est ?» Jean-Baptiste sourit en entendant son fils l'appeler maman Claire pour la première fois. « J'en suis certain, mon fils. Et je crois qu'elle est très heureuse de voir qu'on forme une vraie famille tous les deux. » Ils restèrent là un long moment en silence, père et fils réunis par l'amour d'une femme qui avait su voir au-delà de la mort pour rapprocher deux âmes blessées. Demain, ils retourneraient en mer ensemble sur l'Espérance. Léo apprenant patiemment les secrets de l'océan tandis que Jean-Baptiste redécouvrait le bonheur simple de transmettre sa passion. Et chaque soir, ils rentreraient dans leur maison, où résonnaient maintenant les rires d'un enfant et l'espoir d'un homme qui avait appris que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il se transforme et renaît sous de nouvelles formes, plus belles encore que celles qu'on avait perdues. Le médaillon de Claire continuerait de briller sur la poitrine de Léo, non plus comme un talisman de protection contre l'abandon, mais comme le symbole tangible d'un amour qui avait su traverser la mort pour créer une nouvelle famille, soudée par la tendresse, le respect mutuel et la certitude que les plus beaux cadeaux de la vie arrivent parfois portés par les vagues du chagrin et de l'espérance mêlée.